Bienvenue dans Entretien, l'invité de la rédaction sur Balafon Radio et Télévision. Le Cameroun vit un moment charnière entre des enjeux politiques majeurs, des défis socio-économiques persistants surtout, et une relation avec la France en pleine réévaluation. À l'heure où les dynamiques socio-politiques africaines sont en pleine mutation, où le panafricanisme gagne en force et où la mémoire collective appelle à un dialogue franc, eh bien, il est plus que jamais essentiel de comprendre les enjeux et les perspectives de cette coopération bilatérale. Nous aborderons des sujets clés allant des réalisations concrètes aux défis actuels, en passant par les perspectives mutuelles et l'avenir de cette relation privilégiée. Notre invité est une figure centrale de cette relation, son Excellence M. Thierry Marchand, l'actuel ambassadeur de France au Cameroun, nommé à ce poste par décret du président Emmanuel Macron. C'était le 15 septembre 2022. Il a officiellement pris ses fonctions à Yaoundé en octobre de la même année. Avant de rejoindre la diplomatie, M. Marchand a eu une longue et distinguée carrière militaire en tant qu'ancien général de corps d'armée. Il a notamment dirigé la coopération de sécurité et de défense au ministère français des Affaires étrangères, une expérience qui lui confère une expertise précieuse sur les enjeux stratégiques en Afrique. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté cet entretien sur Balafon Radio et Télé. Merci madame, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Balafon. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici dans mon bureau, qui n'a pas été transformé pour la circonstance. Il est dans son état normal. Et en cette circonstance un peu particulière, puisque nous arrivons bientôt au 14 juillet, et que la fête nationale me permet de pouvoir prendre un peu la parole dans différents médias, dont Balafon, qui pour moi constituait une forme d'objectif. Je n'avais pas encore eu la chance et l'occasion de pouvoir m'exprimer devant vous. Je crois que c'est bien que ça soit fait aujourd'hui. Merci pour l'honneur, monsieur l'ambassadeur. Alors, vous êtes en poste au Cameroun depuis octobre 2022, 2 ans et demi après. Quelles sont vos impressions sur l'évolution des relations franco-camerounaises, notamment face aux récents changements géopolitiques en Afrique et aux attentes croissantes de souveraineté ? Moi, je suis arrivé quelques semaines après, vous le savez, la venue du président Emmanuel Macron ici. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'étais là quelques semaines après. Et cette visite, il n'y en a pas beaucoup, des visites des présidents de la République française. Je crois qu'il y en a eu 7 depuis 1960. Cette visite a été l'occasion pour le président Macron et pour le président Biya de se reconnaître dans une discussion politique de très haut niveau qui s'est passée à Etoudi et dans lequel un certain nombre de cadres ont été mis en place. Moi, j'ai la chance d'être un ambassadeur qui est arrivé dans un travail cadré. Quelques semaines après, je savais quel était mon travail, quelle était la direction à prendre, quels étaient les engagements qui avaient été pris entre les deux présidents. Donc, j'avais une espèce de vision très claire de mon action ici. Et cette action, elle s'inscrivait dans la ligne que la France essaie de mettre en avant depuis l'arrivée du président Macron en 2017, qui est une refondation assez profonde de la relation qu'elle entend établir avec à la fois les différents pays africains et aussi avec le continent. Alors, cette refondation qui passe par probablement à la fois des choses concrètes, mais aussi un état d'esprit. Et tout le jeu, en fait, de cette nouvelle approche, c'est à la fois cette combinaison entre un nouvel état d'esprit, un nouveau partenariat, une nouvelle confiance, et des actions qui se mettent en cohérence avec cet état d'esprit. Donc ça, c'était ma feuille de route. Et cette feuille de route, j'ai essayé de la conduire pendant 3 ans sur ce chemin-là. En parallèle, et vous le notiez, il se passe des choses sur le continent, il se passe des choses en Afrique, il se passe des choses dans le monde, une géopolitique fluctuante, des crises à répétition qui émergent un peu partout. Également des mouvements qui surgissent en Afrique, le panafricanisme, une certaine idée d'une nouvelle souveraineté, une nouvelle étape de ce qu'on appelle une nouvelle décolonisation. Enfin, bref, il y a toute une vérité politique qui s'exprime, non pas à l'échelle du Cameroun, mais à l'échelle de tout le continent. Voilà. Et j'ai tendance à vous dire, pour terminer, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de vision que j'ai assez positive, assez optimiste, c'est que ces deux pentes vont progressivement s'établir en convergence. Il n'y a pas de contradiction entre, d'un côté, une façon dont la France veut
faire un reset dans sa politique africaine et dans sa politique vis-à-vis des différents pays africains, à travers une politique qui soit beaucoup plus souveraine, beaucoup plus à l'écoute, je dirais, des différents pays. Et ce mouvement qu'on observe un peu partout dans le continent, qui est l'appropriation par les Africains de leur destin au XXIe siècle, qui sera un siècle de profonds bouleversements géopolitiques et dans lequel l'Afrique va avoir des opportunités fantastiques. Voilà, et le cadre est planté, si vous voulez, et c'est dans cet état d'esprit-là que je pose la relation bilatérale. Et parmi les éléments, en tout cas, du moins depuis que vous êtes là, un moment important a marqué quand même votre séjour au Cameroun depuis 2022. C'est ce rapport sur le rôle de la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Oui. Ça a d'ailleurs été remis en janvier de cette année, janvier 2025. C'est un événement majeur. Mais Excellence, comment la France compte-t-elle accompagner le Cameroun dans ce processus de mémoire partagée et de réconciliation historique ? Pour le téléspectateur, vous voyez, le papier dont vous parlez, c'est ce gros document orange de plus de 1000 pages qui décrit historiquement et sur le plan en fait, de l'objectivité scientifique cette histoire de la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Vous voyez, c'est un peu mon livre de chevet. Il est sur le bureau parce que pour moi, c'est un des éléments clés. Et vous l'avez dit, c'est un des éléments clés de cette nouvelle façon de vivre notre relation bilatérale. Pour certains, au départ, je note qu'il y avait beaucoup de scepticisme, tant d'ailleurs du côté français que du côté camerounais. Et certains estimant que ce n'était pas le moment, d'autres estimant que la méthode était contestable. En réalité, cet accord est un accord très personnel qui a été passé entre le président Macron et le président Biya à Etoudi. Et je note que les deux présidents, au cours des 2 années qu'ont duré cette phase d'instruction historique, ont tenu ferme contre toutes les critiques potentielles qui pouvaient arriver, contre les freins de l'administration, bref, contre toute une série de choses qui faisaient qu'il n'était pas évident d'arriver à respecter les délais de 2 ans pour la production de ce rapport. Il a été écrit et il a été présenté aux autorités qu'il avait commandées, vous l'avez dit, au mois de janvier, et il a été endossé par les deux parties. Et j'étais à Etoudi le jour où on a remis le rapport au président Biya. J'ai bien écouté son discours, qui était un discours extrêmement ciselé, extrêmement politique, et je pense dans lequel il avait mis une partie de son âme et de son cœur, en expliquant que ce rapport constitue en fait, en réalité, pour la France comme pour le Cameroun, une thérapie de groupe. C'est très important de comprendre que si on veut bâtir un futur serein, il faut arriver à purger un petit peu un certain nombre de choses du passé. Et c'est le but de ce document que de poser en fait une vérité historique et scientifique autour de ce qui s'est passé. Justement, là, c'est la question qu'on voulait vous poser. Quelle est la portée concrète de ce rapport pour l'avenir de la relation ? Alors, c'est maintenant que les choses vont se jouer. Parce que jusque-là, on a laissé les scientifiques camerounais et français, il y en avait 7 de chaque côté, aller fouiller les archives françaises, camerounaises, pour essayer de faire émerger la vérité. Et maintenant, nous rentrons dans une deuxième phase qui va commencer bientôt, je pense peut-être au cours du 2e semestre 2025 ou au début de l'année 2026, dans laquelle nous allons décliner ce document dans la vie des gens. Que ce soit autour des programmes scolaires qui devront faire mettre en lumière ou mettre à la surface un certain nombre d'éléments historiques. En France, cette crise camerounaise, cette guerre, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le document, elle n'est pas connue. On parle beaucoup en France de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, personne ne parle de la guerre du Cameroun. Au Cameroun également. Beaucoup de choses ne sont pas forcément... Il faudrait la requalifier. Oui, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est requalifié dans le document. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que les deux présidents vont se mettre d'accord, et je dois apporter bientôt au président Biya une lettre du président Macron qui va lui dire comment il entend, lui, et les propositions qu'il fait au président Biya, pour mettre en œuvre ce rapport dans sa déclinaison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser un certain nombre de sites mémoriels, par exemple, ici, qui sont très forts
dans la vie des Camerounais. Où est-ce qu'il faut les construire? Comment il faut faire en sorte que les populations puissent être éduquées autour de cette réalité historique? Il y aura effectivement tout ce travail éducatif auprès de l'éducation de base ou d'enseignement supérieur pour faire en sorte que ce qui est écrit là-dedans prenne progressivement racine dans l'esprit des Camerounais et des Français. Voilà. C'est un travail qui va probablement être long, hein, ça ne va pas se faire comme ça en quelques semaines, mais c'est cette deuxième phase d'exploitation du rapport qui va commencer maintenant, qui est peut-être la plus importante. Voilà. Et j'espère que assez vite, vous pourrez voir, vous, les médias, dans le monde réel, un certain nombre de déclinaisons pratiques de ce rapport. Vous avez évoqué tout à l'heure le scepticisme de certains Africains lorsque ce document est sorti, mais il y a également un autre pan de la chose. C'est ce sentiment anti-français qui est devenu aujourd'hui un sujet évoqué régulièrement dans certains cercles en Afrique, y compris au Cameroun. Comment l'ambassade de France travaille-t-elle à déconstruire ces perceptions qu'on a, souvent nourries par des récits historiques ou des critiques de l'influence française, et à promouvoir ainsi une relation véritablement renouvelée, basée sur un respect mutuel? C'est vrai, même si probablement le Cameroun n'est pas le pays dans lequel ce sentiment se déploie de manière le plus virulent, mais en réalité c'est un mouvement de fond, j'appelle ça une vague, qui est je dirais, inéluctable. D'abord, avant de déconstruire, il faut comprendre. La première des étapes, c'est bien s'investir en fait dans la compréhension du phénomène. Parce que si vous dites qu'on se contente de déconstruire, ça voudrait dire en fait qu'on prend un peu la méthode de celui qui, au départ, cherche à développer ce sentiment. Voilà. Or, en réalité, ce sentiment ne doit pas être ni surestimé ni sous-estimé. Il faut arriver à le calibrer très correctement, de façon à bien comprendre quels sont les ressorts profonds qui font qu'aujourd'hui, il y a un narratif qui se développe sur le continent autour d'une forme de critique assez forte de la France. Une fois qu'on a bien compris que derrière, il y a des intérêts également, il y a des gens qui tirent des ficelles, c'est pas forcément qu'un phénomène spontané, il y a peut-être une partie qui est très profonde autour de l'âme des peuples qui exprime un impensé, qui remonte à la surface. Et puis, il y a aussi des opportunistes qui sont dans le paysage pour pouvoir attiser en permanence ce genre de choses. Donc, il faut bien comprendre les mécanismes qui en fait, organisent ce sentiment-là. Et j'aurais tendance à dire que moi, ma stratégie, telle que j'ai voulu la mettre en musique ou en œuvre ici, c'est d'opposer les récits aux faits. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans un contre-narratif. Mon objectif, c'est pas de, comme vous dites, déconstruire par les mots ce qui a été construit par les mots. Je veux simplement faire appel, en fait, au bon sens des gens et à leur capacité de jugement. À mon avis, c'est la meilleure façon de pouvoir dire la vérité ou faire apparaître la vérité. Donc, la France et le Cameroun, objectivement, regardent leur passé ensemble et en tirent les mêmes enseignements. Je pense que c'est la plus grande force de notre relation bilatérale. Celle qui fera que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on parlera encore de cette relation bilatérale franco-camerounaise comme étant un modèle. Pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui vous écoutent ou qui vous regardent, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, concrètement, lorsque vous dites écoute, comment le citoyen lambda, le Camerounais lambda perçoit cette écoute-là? Est-ce que c'est entre l'ambassade? Je vais vous donner 2 exemples peut-être pour être concret là-dedans. Il y a un mécanisme que tout le monde connaît un petit peu au moins dans son acronyme qui s'appelle le CLD. Pardon, pas le CLD, le C2D. Oui, le C2D. Le C2D. Donc tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais il faut bien comprendre que depuis 15 ans, donc vous voyez, c'est bien avant même l'arrivée du président Macron, etc., oui. On a organisé un système par un dialogue paritaire et absolument équilibré entre le gouvernement camerounais et l'ambassade de France pour trouver les moyens d'investir 1,5 milliard d'euros transformant une dette en investissement. C'est ça, le CLD. 1,5 milliard d'euros, c'est pas rien, qui ont été discutés morceau par morceau entre le gouvernement camerounais et la France pour arriver à identifier des secteurs très particulier dans lequel on va investir ensemble.
avec un suivi annuel extrêmement précis. Ça se passe, moi j'ai des réunions chaque année avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Économie, avec toute une série en fait, d'organisations qui s'occupent de co-gérer cet investissement du C2D et qui permet de pouvoir développer par exemple un programme comme Capitale Régionale, 5 grandes villes du Cameroun dans lesquelles on va transformer l'urbanisme. Le C2D, c'est vraiment, je pense, un des très bons exemples qui consiste à dire, voilà, dans un partenariat, il n'y en a pas un qui dit ce qu'on fait, il y en a deux qui discutent ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ça, c'est au niveau, je dirais, du champ politique et de la façon dont on travaille avec le gouvernement, avec les ministères, etc., etc. Dans un autre domaine, on a également, suite au sommet de Montpellier, organisé un comité de suivi des recommandations de Montpellier avec des jeunes Camerounais que je reçois régulièrement ici et qui me font part, oui, là on n'est plus du tout dans le champ étatique, on est dans le champ de la société civile, dans la façon dont on ouvre des contacts et dont on noue des liens avec la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, et on discute des sujets sur lesquels cette jeunesse veut s'investir. Comme par exemple, on sent que cette nouvelle génération, la vôtre, c'est une génération qui est beaucoup plus sensible aux données environnementales, écologiques, que ma génération à moi, qui vient d'un monde dans lequel ces sujets-là étaient beaucoup moins puissants et beaucoup moins forts. Et donc, on va travailler avec eux pour leur transférer un certain nombre de financements ou de fonds pour qu'eux-mêmes mettent en valeur un certain nombre de sujets, par exemple sur les forêts du bassin du Congo, ou sur des problématiques liées à la mer, aux océans ou à ce genre de choses. Donc vous voyez bien, là aussi, et c'est assez concret, l'ambassade de France, à travers le SCAC, va ouvrir en fait des champs de discussion avec des jeunes, avec la société civile, pour développer un certain nombre d'activités qui les intéressent eux. Cameroun est un partenaire économique majeur pour la France en Afrique centrale. Quels sont les secteurs d'investissement prioritaires pour les entreprises françaises en ce moment, au-delà des domaines traditionnels ? Moi, je me compare souvent à mes camarades ambassadeurs des autres pays, par exemple de l'Union européenne, etc. Et tous me disent quelle chance tu as d'avoir encore un maillage d'entreprises françaises, il y a à peu près 200, qui sont ici présentes au Cameroun et qui travaillent, et qui produisent de la richesse et qui créent à peu près 20 000 emplois au bénéfice de la société camerounaise. On est donc, je pense que c'est le poids de l'histoire, c'est aussi notre héritage. Et un héritage n'est pas forcément mauvais, il faut savoir l'entretenir. Alors, ce réseau de plus de 200 entreprises, je les vois régulièrement, je les fréquente. J'essaie de savoir un petit peu quelles sont leurs difficultés, leurs problèmes, comment je peux intervenir, par exemple, vis-à-vis d'un certain nombre de ministères pour essayer d'améliorer leurs difficultés. Mais on le voit bien, ces entreprises, elles sont là, elles font du business. D'ailleurs, si elles sont encore là, c'est qu'elles gagnent de l'argent aussi, et qu'elles payent des impôts aussi. Hein, je rappelle que SABC est quand même le premier contributeur fiscal ici au Cameroun. Et donc, ils me disent qu'ils ont, à la fois pour ce pays, une passion, parce que c'est l'histoire qu'ils apportaient là, mais ils ont aussi beaucoup d'ambition. Si les entreprises françaises sont là, c'est que non seulement elles travaillent aujourd'hui, mais elles ont l'intention de travailler plus demain. Hein. Quand on regarde globalement, on a vu que la part de marché comme ces entreprises s'est réduite au cours des 30 dernières années. Pourquoi ? Parce que le monde a changé et que le business international a redistribué un certain nombre de cartes. Et qu'aujourd'hui, en matière commerciale ou en matière industrielle, il est naturel qu'on puisse trouver davantage d'offres et que donc par rapport à ça, la concurrence puisse pleinement jouer. Donc la part relative d'entreprises françaises au Cameroun, elle a diminué au cours des 30 dernières années, mais elle n'a pas disparu. Et ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que ces entreprises, elles soient prêtes lorsque l'accélération va permettre à la région ou au continent en général de se développer, que ces entreprises soient présentes, qu'elles soient là, qu'elles soient bien insérées dans le tissu local
et qu'elle soit capable de pouvoir saisir des opportunités qui vont se présenter au XXIe siècle. Voilà. Alors, il y a par exemple, vous me demandez quels étaient les secteurs, je vais vous dire, l'énergie est un secteur. L'énergie, d'abord, l'énergie, c'est la base de tout, en général. Donc, je prendrai que l'exemple de Nachtigal, qui est un exemple emblématique, et qui fait que le Cameroun va pouvoir être un des pays au monde avec l'empreinte carbone la plus faible. Le Cameroun va être bientôt, je l'espère, dans une posture d'autosuffisance énergétique, ce qui est, pour beaucoup de pays du monde, un rêve inatteignable. Le Cameroun va pouvoir l'avoir. Et vous voyez bien que dans ce segment-là, l'hydroélectricité, la France a une tradition très très ancienne et qu'elle met cette compétence au bénéfice du pays à travers des grandes œuvres énergétiques comme Nachtigal. J'espère qu'ICOT demain. qu'ICOT sera vraiment probablement, à l'horizon 2030-2032, le moment où le Cameroun va pouvoir devenir exportateur net d'électricité. C'est-à-dire que ça va non seulement permettre au Cameroun d'être autosuffisant, mais en plus d'être exportateur. Et là, vous voyez bien que tout change dans un pays qui a une énergie importante et bon marché, alors tout est possible. Donc l'énergie, oui, c'est probablement un des secteurs dans lequel la France va continuer à beaucoup investir. Vous avez dit tout à l'heure que vous discutez régulièrement avec vos compatriotes qui sont installés au Cameroun. Est-ce qu'ils vous ont dit, est-ce qu'ils ont discuté avec vous des élections à venir? Est-ce que vous sentez comme une certaine crainte ou une certaine sérénité vis-à-vis de l'actualité politique de cette année? Alors, il y a beaucoup de Français qui sont là depuis très longtemps. Donc ceux-là, ils ont une forme de recul et de sagesse sur les choses. Ils sont, comme on dit, nous, camerounisés depuis très longtemps. Et ils savent bien qu'ici, il faut prendre les choses avec un peu de recul, un peu de philosophie. D'autres sont plus inquiets. Parce que, par exemple, dans les grandes villes, c'est vrai que ce genre d'échéance, c'est tous les 7 ans. Voilà. Et puis, tout le monde se pose un petit peu la question de savoir comment ça va se passer cette fois-ci. Mais moi, je ne sens pas fondamentalement d'angoisse particulière de mes compatriotes. Excellence, monsieur l'ambassadeur de France, le Cameroun est confronté à des défis sécuritaires importants, notamment dans l'extrême nord avec Boko Haram, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment la coopération sécuritaire avec la France s'adapte-t-elle à ces menaces évolutives, en tenant compte des attentes camerounaises en matière d'autonomie, mais surtout de renforcement des capacités? Alors, il ne vous a pas échappé que, même si au Cameroun, on n'a jamais eu de base militaire française, il y a eu des gros changements en 2024 et en 2025, avec la fin, en fait, du positionnement militaire français dans toute une série de pays africains. Ça continue d'ailleurs en ce moment avec la libération des dernières enceintes au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est un événement très très important qu'il faut bien comprendre. Sur un champ sécuritaire et militaire, je sais de quoi je parle, j'ai fait ça pendant 40 ans. On vient de tourner une page et on vient de passer à un nouveau chapitre, voilà, qui est comment peut-on coopérer utilement en matière sécuritaire sans avoir besoin de l'implantation de bases françaises à l'intérieur des différents pays. C'est ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe pratiquement? C'est qu'on est en train de transformer complètement notre façon de faire. On passe d'une coopération avec une présence physique à une coopération indirecte, à travers principalement des mécanismes de formation. Et je me souviens ici, lors de la visite du président Macron, en juillet 2022, lorsque le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue, le ministre de la Défense, s'étaient engagés en fait à développer de manière extrêmement forte le nombre de stagiaires camerounais pouvant venir se former en France. On était descendu à un point très bas. Et l'engagement des deux ministres, il y a 3 ans, a été de dire « Allez, on se reprend et on remet une dynamique très positive dans les mécanismes de formation militaire. » Ça concerne aussi les gendarmes, ça concerne également les policiers, enfin, ça concerne tout le spectre sécuritaire. Donc, depuis 3 ans, j'ai engagé avec l'attaché de défense et de sécurité intérieure une pente de croissance régulière du nombre de ces formations dans tous les domaines. Voilà.
On peut parler des pompiers, on peut parler aussi des forces spéciales, on peut parler... bref, le spectre est quand même assez large. Voilà. On a également tout un réseau d'écoles qui ont été mis en place sur le continent africain. Il y en a 22, notamment ici au Cameroun, où il y a 2 écoles qui travaillent en fort partenariat avec la France, l'école de guerre, les ZIG, et puis le E-Force, qui est une école pour les gendarmes. Il y a 22 écoles comme ça, sur tout le continent africain, que la France paye, entretient, de façon à ce qu'on puisse avoir une bonne combinaison entre de la formation intracontinentale et de la formation extracontinentale. Voilà. Mais le registre principal qu'on essaye de mettre en œuvre dans cette nouvelle façon de coopérer dans le champ sécuritaire, ça tourne quand même beaucoup autour de cette redynamisation des capacités de formation. Là, nous sommes dans le champ militaire. Si on revenait un tout petit peu sur la formation des jeunes Camerounais, c'est une priorité essentielle, monsieur l'ambassadeur. Outre les bourses d'études, quelles sont les initiatives concrètes de la France pour renforcer les compétences professionnelles et même l'employabilité des jeunes Camerounais sur place en lien avec les besoins du marché local? Ça, vous avez touché du doigt mon dada. J'en parle beaucoup. D'ailleurs, on a édifié l'employabilité des jeunes comme une des 3 priorités de l'ambassade. Il y en a 3. Il y a contribuer au système de santé pour l'améliorer. Il y a développer la souveraineté alimentaire du Cameroun en travaillant dans le champ de l'agriculture et du secteur primaire. Et il y a l'employabilité des jeunes. Donc ça, c'est vraiment un des sujets majeurs sur lequel on veut mettre toute notre force et toute notre énergie. Il y a plusieurs façons de le faire. La réponse à votre question, c'est plutôt une combinaison d'actions. Tout le monde sait bien, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour permettre aux jeunes Camerounais d'aller faire les études supérieures en France. À peu près 4000 à 4500 jeunes Camerounais qui, chaque année, à travers les mécanismes Campus France, etc., vont aller, pendant quelques années, se former directement en France, pour revenir au Cameroun. Peut-être certains vont faire une petite carrière en France ou en Europe, mais l'objectif, c'est bien de revenir ici pour mettre en œuvre ces compétences dans le champ de l'économie locale. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Peut-être qu'il en faudrait plus, mais on se méfie un petit peu aussi d'une capacité en fait excessive de certains pays à venir en fait pomper la qualité ici sur le continent sans la redistribuer. Il y a des critiques qui sont assez fondées d'ailleurs sur le fait que le but des pays occidentaux, c'est pas d'aller chercher les talents en Afrique pour les garder. Donc il y a toute une construction qui doit être pensée entre des séquences de vie, séquences de formation, séquences de réinvestissement, et qui doivent être pensées comme telles. Voilà. Donc ça, c'est déjà, je pense, quelque chose qui doit être bien organisé, qui n'est peut-être pas suffisamment, mais moi, quand je vais en France, je rencontre beaucoup de jeunes Camerounais qui me disent « Non, mais moi, j'ai investi dans mes études, j'ai investi dans une première expérience professionnelle, mais je vais revenir. » C'est ça l'objectif. Après, il y a un deuxième champ dans l'employabilité qui est celle de ce qu'on peut faire ici au Cameroun. Et ici au Cameroun, on s'est aperçu en discutant donc avec à la fois le monde économique et puis le monde, les ministères concernés, il y avait un décalage trop important entre la formation et l'emploi. Les gens ici font beaucoup d'études, mais les débouchés ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle faisait savoir qu'il y a 74%, si je me trompe, de diplômés au Cameroun qui sont sans emploi. Exactement. Ou alors qui sont dans des emplois qui ne correspondent pas du tout au secteur qu'ils ont investi. Voilà. J'ai travaillé pendant 3 ans donc, avec M. Chirouba sur ces sujets-là, en essayant de promouvoir une idée simple qui consiste à dire comment je peux faire en sorte de rapprocher les besoins du marché économique de la sphère de formation. Si les 2 bulles ne se parlent pas, il est clair que vous trouverez beaucoup de bac+5 comme chauffeur de taxi. C'est la vérité. Oui. Donc,
pour arriver à construire en fait cette synergie-là, il faut être capable de travailler, à mon avis, davantage dans un segment qui n'existe pas encore beaucoup au Cameroun, qui est celui de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un système qui a été évidemment très développé dans certains pays, comme en Allemagne par exemple, pendant très longtemps. La France a rattrapé une bonne partie de son retard là-dedans. C'est comment je fais en sorte de relier en fait les trois pôles que sont l'activité économique, la jeunesse et le système éducatif. Et si j'arrive à construire par la loi et ensuite par l'habitude et par l'usage des synergies plus fortes entre ces trois mondes, alors je suis certain qu'on arrivera à permettre à ce taux d'employabilité camerounais de progresser fortement. Voilà. Je vous dirais, c'est un vrai travail d'Hercule. Hein. C'est pas si simple que ça à faire. Mais vous voyez, c'est complémentaire peut-être de ce que je vous disais sur la formation à l'extérieur. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans la capacité à rapprocher le monde éducatif et le monde économique ici au Cameroun. Et l'ambassade de France essaye de développer tant qu'elle le peut ce genre d'initiative, je pense. Pour tout ça, il faut avoir un visa, monsieur l'ambassadeur. Mais ils sont nombreux qui disent que c'est difficile d'obtenir un visa pour la France. Partagez-vous cet avis ? Je voudrais simplement contrer quelques idées reçues que j'entends encore, hein, moins d'ailleurs, mais je les entends encore. Les gens me disent, mais de toute façon, on est victime d'un système de quotas. Et donc je leur dis, écoutez, je découvre le mot parce que il n'y a pas de politique de quotas. Et la preuve en est que moi, je suis là depuis 3 ans et chaque année, il y a à peu près 10 à 15% de visas en plus qui sont délivrés. S'il y avait des quotas, on resterait dans un chiffre qui est stable. Ce n'est pas le cas. Je vous donne même encore là, vous voyez, on est à peu près à la mi-2024. 2025, pardon. Donc on commence à avoir des éléments chiffrés sur... Alors 2025, c'est quoi comme millésime ? C'est un millésime qui... Je peux déjà vous dire, on a à peu près 25% de demandes de visa en plus par rapport à l'année dernière. 25% de plus. De demandes. Et sur ces 25% de demandes, on a déjà délivré plus 20% de visas. Donc ça signifie que, voilà, première baudruche à dégonfler. Nous, on n'est pas là pour gérer des quotas, on est là pour apprécier en fait des trajectoires personnelles. Chacun a un besoin. Ça peut être un besoin de visite simplement touristique, ça peut être un besoin de visa particulier pour nos étudiants, parce qu'on en parlait tout à l'heure, à travers Campus France. Ça peut être des gens qui ont besoin de visas, par exemple, de circulation. Si les gens ne savent pas ce que c'est des visas qui sont très longs, des visas de 3-4 ans. Dans lequel les gens n'ont pas à refaire une démarche à chaque fois qu'ils veulent aller en France. On a augmenté de 30% cette année le nombre de visas de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en confiance. Nous, quand on délivre un visa pour 3 ou 4 ans, ça veut dire qu'on a confiance à la personne. Et on lui dit, écoute, c'est pas la peine de venir tous les 6 mois, prends ton visa et vis ta vie pendant 3-4 ans avec ce visa-là. Tous les chiffres autour des visas sont plutôt dans cette tendance-là. Donc, certains disent c'est difficile. Oui, ça peut être difficile parce que dans cet exercice-là, il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance avec des dossiers qui sont vraiment très limites. Notamment ici, vous le savez, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de contrefaçons, et il n'est pas opportun, si vous voulez, qu'on soit conciliant avec ceux qui essaient de biaiser avec le système. Voilà. Ce qui est important, je le dis souvent au ministre des Relations extérieures, on a, entre la France et le Cameroun, la capacité de construire une stratégie de mobilité exemplaire. Exemplaire. Il y a d'autres pays qui sont plus problématiques, en Afrique notamment. Le Cameroun, ce n'est pas le cas. Et je pense que si on est vigilant avec les fraudeurs, mais en confiance avec les dossiers qui sont présentés et qui sont bons, alors on va avoir une dynamique très positive de cette politique de mouvement qui va être possible entre les deux pays. Moi, j'y crois beaucoup. Peut-être que certains ne voient que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est-à-dire on m'a refusé mon dossier. Souvent, si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le dossier. Hein. Donc je passe le message à tout Camerounais en disant si vous êtes dans la tendance
on va aller vers une augmentation objective du nombre de visas. Je fais d'ailleurs chaque année une communication en général au mois de janvier pour donner les chiffres de l'année, et vous verrez qu'ils sont toujours plutôt sur une trajectoire positive, voilà. Mais j'ai pas de faiblesse vis-à-vis de ceux qui essaient de passer à travers les mailles. Nous ne saurons terminer cet entretien sans évoquer ce sujet, le débat sur le franc CFA qui persiste avec une forte demande de souveraineté monétaire. Quelle est la position actuelle de la France sur l'avenir de cette monnaie? Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que le franc CFA, c'est la monnaie des États d'Afrique centrale. C'est pas la monnaie de la France. Si on rentre un peu dans la technique et la mécanique d'une monnaie, les pays d'Afrique centrale qui ont mis en commun en fait leur réserve de change pour établir cette monnaie, ce franc CFA, en sont propriétaires. Et le jour où ils auront l'intention de changer les choses, que ce soit changer le nom de la monnaie, qui est peut-être un peu connoté, c'est vrai, historiquement, et peut-être que les Camerounais se disent, bon, je pense que le moment est venu qu'on ait une monnaie qui porte un nom qui ressemble davantage à ce qu'on est nous, aujourd'hui. Mais au-delà simplement de ce changement de nom, tous les mécanismes liés en fait à ce champ monétaire sont dans la main des chefs d'État d'Afrique centrale. Et le président Biya lui-même l'assume en disant « Aujourd'hui, c'est le meilleur calcul économique qui nous est donné ». Et la France, là-dedans, elle n'est que, je dirais, le facilitateur de la capacité d'une monnaie à être liée à une autre monnaie, l'euro, qui est une monnaie qui lui permet une forte stabilité. Ce qui est dangereux en économie, vous le savez bien, c'est lorsque les monnaies commencent à fluctuer et qu'il peut devenir, notamment quand des perturbations géopolitiques fortes apparaissent à la surface de la planète, que ça puisse avoir des incidences très fortes sur la valeur des monnaies. Là, ici, le franc CFA, il est arrimé à une monnaie européenne qui lui donne quand même une très grande stabilité. Mais regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest a déjà choisi de s'émanciper un peu plus de cette logique du franc CFA, avec des réserves de change qui sont aujourd'hui plus systématiquement détenues en France, qui peuvent être mises dans d'autres pays, et avec la fin de la présence des administrateurs français au sein du conseil d'administration de la banque. Est-ce que ça a transformé les choses? Non. Les États africains d'Afrique de l'Ouest ont souhaité prendre davantage en main leur monnaie. Et c'est ce qu'ils font. Et il y aura sûrement un moment où, en Afrique centrale, la question se posera de la même façon. Mais ça ne dérange aucunement la France? Non. C'est pas ça qui va changer, si vous voulez, la position de la France. C'est pas ça qui va changer la croissance de la France. C'est pas ça qui va changer l'influence de la France. Beaucoup de gens, vous les entendrez sur les réseaux sociaux ou sur la télé, vous font croire que c'est la monnaie qui fait l'économie. Quand on connaît un peu les choses, c'est plutôt l'économie qui fait la monnaie. Lorsqu'on a une économie forte, on a une monnaie forte. Lorsqu'on a une économie faible, on a une monnaie faible. Donc, il ne faut pas inverser non plus les choses. Je comprends bien que ce soit un sujet qui soit politique, parce qu'on est dans les symboles, on est dans cette dimension-là. Mais quand vous en parlez aux techniciens, aux banquiers de la BEAC, par exemple, ou tous les gens qui vivent dans ce monde-là, ils vous indiquent que pour l'instant, il est préférable que les choses restent en l'état, sans qu'elles doivent le rester éternellement. Mais c'est un calcul qui doit être fait chaque année par les États d'Afrique centrale pour savoir si ils préfèrent rester dans la situation actuelle ou s'ils préfèrent évoluer vers une autre situation. L'Afrique de l'Ouest l'a déjà fait. Il se peut qu'un jour l'Afrique centrale le fasse aussi. Sur un plan purement politique, le Cameroun se prépare activement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Quel est le rôle de l'ambassade de France dans ce contexte? Il est très simple, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis allé il n'y a pas longtemps voir le ministre de l'administration territoriale, et tout le monde en a parlé en disant « Regardez ce qui se passe, l'ambassadeur vient influer dans le processus ». Absolument pas. Nous avons eu une discussion très très technique sur le calendrier, les modalités, la façon dont se passe en fait. D'ailleurs, c'est pas qu'une élection présidentielle, il y a aussi d'autres élections après. Il y a aussi les législatives, il y a les municipales. Donc, on rentre dans une année électorale. Voilà.
Et il était, me semble-t-il, assez naturel que on puisse avoir une discussion plutôt technique avec le ministre en charge de ces affaires-là pour savoir comment les choses pouvaient se développer tout au long de l'année. D'ailleurs, je n'ai pas été le seul à être reçu. D'autres ambassadeurs ont également été reçus par le ministre de l'administration territoriale pour le même sujet. Voilà. Donc c'est une mission d'information. Moi, je suis censé pouvoir informer Paris sur le fait que le Cameroun est en train de rentrer dans un processus, d'ailleurs, qui va commencer ce week-end, avec la convocation du corps électoral, vous voyez bien. Donc c'est un jalon technique, et puis qui va se prolonger ensuite sur plusieurs autres phases. Voilà. Moi, je suis un observateur de ce cycle électoral, et je suis intéressé pour bien voir que les choses vont se passer telles qu'elles ont été prévues par le cadre constitutionnel, puis après par la loi électorale telle qu'elle se joue ici. Au-delà de ça, la France, elle a toujours dit qu'elle n'attendait que des élections libres et transparentes. C'est la seule chose, en fait, qu'elle peut dire. Et donc, on écoute tout le monde. Moi, j'ai entendu, avec mes collègues européens, cet hiver, tous les gens qui avaient des velléités de se présenter comme candidats. On les a reçus tous sans exclusive. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Et donc, comme mes collègues européens, d'ailleurs, on est là simplement pour témoigner que cette campagne qui va s'ouvrir se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Après, dans votre question, il y a également, je pense, de manière sous-jacente, l'idée que beaucoup de choses se passent en France aussi. Oui. Il y a une partie de la campagne qui se décale et qui se joue à Paris. On a eu le meeting de M. Camteau le mois dernier, en place de la République, etc. Bon. Personne ne pourra empêcher, je pense, les candidats d'aller au contact de la communauté camerounaise qui vit en France. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui. Donc il y a sûrement un intérêt électoral à aller se faire connaître et peut-être exprimer des options ou des choix politiques. Moi, je le prends plutôt comme ce registre-là. Voilà. Au même titre que dans une élection présidentielle française, il y a pour les candidats l'obligation de faire le tour du monde pour aller porter leur candidature dans les territoires et dans les départements d'outre-mer où ils doivent aussi avoir une assise politique. Je pense que ça relève de la même logique. Mais si vous voulez le fond de ma pensée, non, la France n'a pas véritablement de capacité, même de volonté, à avoir la moindre incidence sur le processus en cours. Donc ça veut dire que vous ne comptez pas vous impliquer dans le processus, c'est juste une observation, une stricte neutralité? Je continuerai donc à faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à être un observateur averti du champ politique camerounais, un informateur naturel de mon pays pour la compréhension de la situation politique qui se déroule au Cameroun, et puis simplement le promoteur des valeurs démocratiques qui sont celles de la France et qu'elle promeut dans le monde entier. Des critiques sont souvent émises concernant la longévité, entre guillemets, du régime au Cameroun et des accusations de malgouvernance. Là également, je mets des guillemets. Excellence, comment la diplomatie française aborde-t-elle ces questions dans ses échanges avec les autorités camerounaises tout en respectant la souveraineté du pays ? Alors ça, c'est plutôt peut-être vous faites référence peut-être à des discussions entre chefs d'État oui. qui peuvent aller, et il y en a eu plusieurs au cours des 3 dernières années. Au-delà de la visite officielle du président ici, on a eu l'année dernière la venue du président Biya à l'inauguration des Jeux Olympiques. Et je note que en cette journée de l'inauguration, le président Biya a été le seul chef d'État reçu individuellement à l'Élysée par le président Macron. C'était une journée, à mon avis, qui était assez dense. On a quand même réussi à trouver 1 heure d'entretien entre le président Biya et le président Macron. Et c'est probablement à cette occasion-là qu'ils se disent des choses dans l'intimité de leur relation. Le président Biya est venu également à Toulon le 15 août pour apporter, je pense, sa stature et sa sagesse ou son ancienneté au bénéfice de cet événement des 80 ans du débarquement de Provence, dans lequel le président Biya a prononcé un discours pour les Africains, au nom des Africains,
qui ont fait partie pour une bonne part de ce débarquement et qui ont permis la libération de notre pays. Donc ils se sont encore vus à cette occasion-là. Voilà. Et puis je sais qu'un certain nombre d'échanges téléphoniques sont également venus marquer... voilà. Donc la relation, je dirais, c'est la relation entre deux présidents qui, malgré la différence d'âge, il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est vieux, arrivent, je pense, depuis 7 ans, à entretenir une relation de confiance. Ça peut paraître étrange à certains, qui se disent qu'il n'y a pas de possibilité de discussion et de dialogue. Moi, je vous dis que si, il y en a une, et elle est Parce étonnamment... qu'il pourrait y avoir un conflit de génération. Oui, certains essaient de mettre en scène ce conflit de génération. Moi, je vous dis que malgré l'écart la de différence génération, d'âge, ce sont deux chefs d'État qui arrivent à se parler et qui se font confiance, et qui abordent des sujets très intimes, notamment dans ces sujets politiques, oui, sur comment gérer une transition politique, etc. Mais voilà, c'est pas au niveau de l'ambassadeur que ce genre de choses se passe. Et moi, je note que il y a eu quand même beaucoup de moments et de rendez-vous politiques de très haut niveau entre la France et le Cameroun au cours de ces 3 dernières années. Pour clore cet entretien, monsieur l'ambassadeur, quel est votre message personnel aux Camerounais, en particulier à la jeunesse, qui s'interroge sur l'avenir de son pays et sur la nature de ses partenariats internationaux? Moi, j'ai un mot d'ordre peut-être. Voilà, je ne sais pas si c'est un conseil, etc., mais c'est de dire à la jeunesse camerounaise, faites comme moi, ne doutez pas. On est rentré dans le monde du doute. Tout le monde, en fait, doute de la véracité de l'information. Est-ce que c'est un fake? C'est pas un fake? Est-ce que et puis il y a beaucoup de gens qui en fait ont pris pour habitude de douter de tout. Moi, je doute pas. Je doute pas que ce pays, le Cameroun, sera un grand d'Afrique au XXIe siècle. Que ici, il y aura à l'échelle de la sous-région et à l'échelle du continent, des choses formidables qui vont se déclencher, qui vont se développer. Sur la base de cet acquis des 60 premières années d'existence du Cameroun depuis l'indépendance, il y a comme une plante, une capacité en fait de croissance extrêmement forte. Donc je dis aux jeunes, ne doutez pas. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, ça ne sert à rien, non, on ne fait rien, attends, etc. Non, moi je ne doute pas. Et je pense que la jeunesse du Cameroun, elle doit également rentrer dans cet état d'esprit. Il faut oser. Voilà, il faut oser et il ne faut avoir aucun doute sur son potentiel ou sur sa capacité. C'est déjà un message fort parce que je sais que quand j'en parle, souvent les gens sont un peu plutôt sur la réserve ou ont un peu de mal à se projeter dans un pays qu'ils ne voient pas forcément toujours autour d'eux. Voilà. Et je leur dis, voilà, les temps sont venus pour que, si vous n'avez pas de doute, alors vous serez le Cameroun de demain et vous ferez de ce pays un grand pays. Et quel est votre vœu le plus cher pour les relations France-Cameroun? Eh bien, c'est justement que dans ce formidable potentiel de développement, la France soit, comme je le dis de plus en plus, considérée un peu comme l'ami de la famille. L'ami de la famille, c'est quelqu'un qui connaît un peu les secrets. C'est quelqu'un qui est toujours là quand on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui est capable, tout en restant très très discret, d'être toujours à l'écoute. Et je pense que c'est peut-être ça qui doit correspondre à cette relation bilatérale si particulière qui existe entre le Cameroun et la France. Voilà. La France, elle doit être l'amie de la famille pour permettre à ce pays de dépasser ses doutes et de faire ce qu'elle doit faire pour réaliser le potentiel du Cameroun. Et c'est déjà, je pense, une partition pas facile à faire. Il faudra passer un certain nombre de jalons, il faudra déminer un certain nombre de sujets du passé, il faudra établir une confiance dans tous les domaines pour arriver en fait à ce que cette relation-là soit une relation solide qui permette à la France de venir simplement apporter ce qu'elle peut apporter au Cameroun dans ce qui sera le Cameroun du XXIe siècle.
Monsieur l'ambassadeur Thierry Marchand, nous arrivons au terme de cet entretien riche en informations et en perspectives, surtout vos éclaircissements sur les relations franco-camerounaises, les réalisations de la France, la formation des jeunes, les défis sécuritaires, les enjeux économiques, mais surtout les dynamiques du panafricanisme nous ont permis de mieux comprendre la complexité et les opportunités de cette relation. Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé vos visions et d'avoir répondu à nos questions avec autant de franchise sur Balafon Radio et TV. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de nous avoir écoutés pendant cet entretien. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Radio Balafon, Balafon Télévision également, pour d'autres entretiens. Bonne soirée à tous.